Emmanuel Macron recevait Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, cet après-midi à l'Élysée. L'ancien humoriste était attendu à 15h30 pour sa première visite officielle en France. Au programme des discussions, le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine et le programme de réforme engagé par Kiev. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Le 12 avril, le président français avait déjà accueilli ce novice en politique, alors en pleine campagne présidentielle face au président sortant Petro Poroshenko. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste et auteur de l'ouvrage L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Bonsoir Pierre Laurin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors deuxième rencontre entre ces deux hommes. Quelles relations peuvent-ils entretenir selon vous? On sait évidemment, on l'a dit, que le président ukrainien est novice en politique. Il est novice en politique, effectivement. Un peu plus novice en politique que le président Macron ne l'était lorsqu'il est devenu président, parce qu'au moins Macron avait été ministre. Et Zelensky, il sort de nulle part. C'est vraiment l'outsider qui réussit. Et il réussit exactement de la même manière qu'Emmanuel Macron a réussi à la présidentielle française. C'est-à-dire, on ne lui donnait aucune chance et progressivement, il a réalisé un score qui, pour Zelensky, est vraiment une surprise énorme parce qu'il a été élu avec 73% au second tour. Et cela montre à quel point l'Ukraine, les Ukrainiens, en avaient assez de la classe politique sortante. Alors, justement, le côté novice de ces deux hommes, vous décrivez quelques points communs. Est-ce que ça peut, justement, amener une certaine proximité? Est-ce que l'Ukraine peut-il devenir un allié important de la France, selon vous? Tout est relatif. La complicité est liée déjà parce qu'ils sont jeunes, ils ont sensiblement le même âge, ils se comprennent. On a pu voir au cours de leur rencontre, au cours des conférences de presse, que Zelensky n'a pas encore pris la dimension de son rôle. Il est très guindé, il est un peu maladroit, alors que Emmanuel Macron, bien entendu, est tout à fait à l'aise et le met à l'aise. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que Zelensky se trouve avec Macron dans une position un peu d'élève à professeur, d'une certaine manière, ou de disciple à mentor. Alors, demain, pour Zelensky, ce sera une autre paire de manches, parce qu'il va rencontrer Angela Merkel, avec laquelle il a beaucoup moins d'atomes crochus, mais qui, aussi bien la France que l'Allemagne, veulent que l'Ukraine se développe, premier point, que l'Ukraine lutte contre la corruption, et ça c'est très important, et c'est ce que Zelensky veut faire, et il veut réellement le faire, contrairement à ses prédécesseurs, qui laissaient les choses en état, et ils veulent la paix dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Et ça, je crois que sur ces points, la France, l'Ukraine et l'Allemagne se rejoignent, et la Russie n'est pas très loin derrière, tout simplement parce qu'elle a également intérêt à ce que les choses se calment sur le terrain dans le Donbass. Justement, on le rappelle, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont de nouveau demandé au président russe que la Russie fasse, je cite, les gestes nécessaires pour créer les conditions favorables au dialogue dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que ce fameux Zelensky, inconnu il y a encore quelques temps, peut être justement cet élément déclencheur de cette nouvelle relation finalement avec la Russie, justement? Oui, vous l'avez dit, élément déclencheur. Il fallait changer à Kiev la classe politique, ou du moins le président, le gouvernement, etc., pour qu'on puisse enfin trouver une solution. La solution, le président Macron l'a dit, le président Zelensky l'a dit, c'est les accords de Minsk. Ils ont été conclus en 2015. La Russie a fait ce qu'elle pouvait pour aller le plus loin possible, pour pousser ce que l'on appelle les séparatistes du Donbass, qui en fait sont simplement des autonomistes, à respecter ces accords. Et effectivement, ils les ont respectés. Simplement, la partie qui a rechigné parce qu'on leur demandait de changer la Constitution, ce sont les Ukrainiens. Et dans les accords de Minsk, il y a le changement de Constitution. Je crois que c'est là le point nodal
de cette affaire. La Russie fera des pas, certainement, mais à condition que l'Ukraine s'engage à respecter les accords qui ont été signés en 2015. Est-ce que le spécialiste que vous êtes est optimiste, justement, sur un règlement du conflit à moyen terme ? Vous savez, l'optimisme, c'est celui qui voit le verre à moitié plein. Et le problème, c'est que pour le moment, le verre est vide. Donc il est difficile d'être très optimiste, mais en tout cas, tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour qu'on puisse aller un tout petit peu plus loin et de proche en proche réussir quelque chose. Simplement, il y a une étape vitale, ce sont les élections législatives ukrainiennes. Pour le moment, Zelensky se trouve en opposition totale avec le Parlement, la Rada, qui lui est hostile et qui lui met toutes les embûches possibles pour qu'il ne réussisse pas. À partir des élections qui auront normalement lieu fin juillet, il y aura une nouvelle majorité. Le parti de Zelensky est crédité de 50% des suffrages à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il aura une majorité écrasante. Et là, les choses sérieuses pourront commencer. Il pourra prendre des décisions politiques internationales et il pourra effectivement engager une politique avec des gestes de part et d'autre. Et je crois que la Russie est disposée à répondre aux pas qui seront faits, à condition qu'ils soient raisonnables. Merci en tout cas Pierre Lerin pour cette analyse et pour nous avoir aidé à y voir plus clair.